Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Ce soir, je vous propose une conférence dans ce qu'on pourrait ranger dans la catégorie de la sociologie environnementale, c'est-à-dire une branche de la réflexion sur les interactions entre l'homme et la nature et comment les éléments de l'environnement sont susceptibles d'influencer les rapports sociaux et l'évolution des sociétés. Je vous ferai peut-être une conférence ultérieurement sur les origines de la sociologie environnementale, les auteurs qui ont marqué le domaine et comment il s'est développé. En tout cas, c'est un courant de la réflexion sociologique qui est apparu dans les années 1970, mais qui est surtout, je pense, dynamique depuis 20 ou 30 ans. Surtout. Bref, en tout cas, là, c'est un article qui n'est pas nécessairement rédigé par des sociologues. Je n'ai pas trop vérifié la profession des auteurs de l'article. C'est un texte anglais que j'ai traduit. Je pense que c'est plutôt des gens qui ont des spécialisations de sciences naturelles qui s'en sont occupés à la base, mais là c'est quand même plutôt quelque chose quand même que je rangerais dans la catégorie de la sociologie environnementale, puisqu'on va regarder comment les transformations de l'environnement terrestre peuvent modifier les comportements humains et les rapports sociaux à terme, quoi. Alors plus spécifiquement, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est aussi d'un problème dont vous avez déjà entendu parler dans les médias, qui est celui du réchauffement climatique. Donc je ne réexplique pas le mécanisme général, parce que j'estime que c'est quand même assez bien connu. Mais voilà, sous l'augmentation des gaz à effet de serre, le rayonnement, le rayonnement qui devrait être dévié vers l'espace du rayonnement solaire n'est plus dévié, donc il y a un effet de réchauffement des températures moyennes à la surface de la Terre, avec des effets contrastés selon les différentes parties du globe. En tout cas, moi, ce dont je voudrais vous parler, c'est pas tellement de ce à quoi on est habitué s'agissant de la question du réchauffement climatique, c'est-à-dire ses effets sur les écosystèmes, sur les espèces, sur les glaciers ou je ne sais quoi. Non, c'est l'effet que ça peut entraîner sur les comportements sociaux. Et l'articulation à laquelle je vous propose de réfléchir, c'est celle entre le réchauffement climatique et la sécurité publique. Alors à première vue, ça peut sembler incongru, on pourrait dire que ça n'a pas vraiment de rapport, et pourtant, la sécurité publique, c'est l'action des pouvoirs publics pour empêcher les agressions, les violences et les actes illégaux de façon générale. Qu'est-ce que ça peut bien avoir avec le climat ? Eh bien, tout simplement, le climat est un élément qui peut altérer le comportement des individus. Et ce dont je vais essayer de vous faire la démonstration, c'est que nous allons avoir avec le réchauffement climatique qui est en cours depuis le début de l'ère industrielle, des forces qui vont finir par poser de véritables problèmes pour la sécurité des différents États. Alors, de quelle manière vont se faire ces médiations ? Écoutez, on va le découvrir avec la lecture de notre texte. Les spécialistes de l'environnement, issus de multiples disciplines, ont massivement reconnu que le changement climatique induit par l'homme était un phénomène avéré. Il est tout aussi indiscutable que les effets de l'augmentation des températures seront de portée mondiale et résolument négatifs. Sécheresse, inondation des villes côtières, diminution de la production alimentaire et phénomènes météorologiques extrêmes, pour n'en citer que quelques-uns. Ce que vous n'avez peut-être pas envisagé, en revanche, ce sont des conséquences psychologiques et sociales plus subtiles d'un changement climatique rapide, notamment l'agressivité et les conflits violents. De plus en plus de preuves montrent que le réchauffement climatique rapide peut et est en train d'augmenter les comportements violents de 3 manières différentes. Lorsque les gens ressentent une chaleur excessive, leur tempérament, leur irritabilité et leur probabilité de commettre des agressions physiques et des actes de violence augmentent. Une série d'études menées en laboratoire, donc c'est des études qui s'étalent sur une période qui va des années 80 jusqu'aux années 2011 environ, donc c'est des études assez répétées, quoi. A permis de mettre en évidence donc, ce lien entre une température excessive et l'agressivité. Dans plusieurs études, des participants de premier cycle ont effectué des mesures de l'hostilité perçue, de la colère ou de l'agression comportementale, mais ont été assignés au hasard à le faire dans plusieurs pièces,
à température contrôlée. Pour certains, la température de la pièce dans laquelle il était assis était confortable. Pour d'autres, la température était particulièrement froide ou particulièrement chaude. Alors, je n'ai pas les équivalents en degrés Celsius parce que c'est des études états-uniennes comme bien souvent ou anglo-saxonnes, et donc c'est des températures en degrés Fahrenheit. Donc, il faudrait faire la conversion pour voir à quel genre de température ça correspondrait en degrés, mais bon, c'est pas très important pour l'explication générale. Donc, quand la température est particulièrement froide, particulièrement chaude, les occupants eux-mêmes ont indiqué que les pièces étaient inconfortables, ou très inconfortables même. Lorsqu'on montre aux participants des salles les plus froides et les plus chaudes une série d'interactions filmées, ils sont plus susceptibles de les interpréter comme étant marquées par de l'hostilité que ça n'est le cas des gens qui regardent ces films dans la pièce à température moyenne. Ça veut dire qu'en fait, on va plus considérer que le comportement de l'autre est hostile ou agressif en étant sous l'influence de températures désagréables, soit qu'elles soient trop chaudes, et jusque-là c'est relativement facile à comprendre, mais plus paradoxalement ça marche aussi si la température est trop froide. Bref, dès que la température atteint un niveau qui est inconfortable, on va plus facilement interpréter le comportement d'autrui de manière négative. Donc c'est vraiment de la psychologie environnementale, ce qu'on appelle parfois aussi de l'éco-psychologie, comment l'environnement influence la perception du sujet. Donc, dans la dernière étude de la liste, alors il y a plusieurs études qui ont évalué ce rapport entre température et agressivité. Donc, ça peut influencer la perception d'interaction observée, ça peut influencer l'excès de chaleur ou de froid. Ça peut influencer quoi exactement ? Voilà, donc si vous êtes dans un espace qui est excessivement froid ou excessivement chaud, ça peut augmenter la probabilité de répondre de manière agressive au comportement ambigu d'un adversaire au cours d'une tâche compétitive. Voilà, donc en fait, ça rend les interactions sociales entre les humains moins pacifiques de façon générale, c'est parce qu'on est énervé. Les chercheurs concluent sur la base de l'ensemble de ces études que les températures inconfortables augmentent l'agressivité. Alors c'est très intéressant parce que des températures inconfortables, on est fortement susceptible d'en connaître plus souvent si on connaît un réchauffement climatique et s'il déporte la zone du monde dans laquelle on vit au-delà du seuil où on a un comportement neutre. Pensons à l'un d'entre nous dans le vocal Rivzi qui nous rapportait, donc on est actuellement à la fin du mois de juillet, que du côté de la région bordelaise on pouvait atteindre 41 degrés. Là, on a effectivement passé les limites de l'inconfort, je pense. Alors, d'autres études montrent que les implications de ces effets de l'environnement sur le comportement social peuvent mener à des résultats beaucoup plus mortels. En effet, il y a des chercheurs d'une étude de 1994 qui ont soumis des officiers de police néerlandais à un simulateur de maniement des armes à feu dans des pièces qui, encore une fois, étaient soit de température confortable, soit de température chaude, beaucoup plus chaude. Et au cours de la simulation, les policiers sont confrontés à un scénario suivant, où on projette devant eux sur un écran de projection une situation à laquelle ils vont devoir répondre. Le scénario consistait à s'approcher d'un hangar en réponse à une alarme de cambriolage et à être confronté à un suspect brandissant un pied de biche. Les réponses des agents étaient enregistrées et codées par les chercheurs, ainsi que les impressions des agents après le scénario. Les agents ayant participé à la simulation dans la salle la plus chaude étaient plus susceptibles que ceux de la salle de température un peu plus froide de percevoir le suspect comme étant agressif, de le considérer comme une menace et de sortir leur arme de leur étui. Et c'est pas des pourcentages anodins, parce que la différence de température, donc là c'est toujours en Fahrenheit, les deux 11 degrés Fahrenheit, et bien ça suffit pour que on passe d'un pourcentage de policiers qui tirent leur arme de 59% à un pourcentage de policiers qui tirent leur arme de 85%. Donc évidemment, un policier qui tire son arme, ça mène pas forcément à un meurtre injustifié derrière. C'est juste que c'est une réponse plus agressive, et statistiquement, ça va finir par avoir des conséquences négatives quand ça dérape. Ces résultats illustrent le rôle que joue la température dans l'escalade de conflits mineurs en agression ou en homicide. Alors moi, la première chose à laquelle j'ai pensé en
en lisant ça, c'est que c'est quand même intéressant, parce que j'ai des représentations culturelles qui sont peut-être un petit peu clichés ou caricaturales, mais voilà, j'ai quand même vaguement l'idée que les populations qui vivent autour du bassin méditerranéen par rapport à moi qui vis en Île-de-France, ou les gens qui vivraient dans des latitudes un peu plus hautes, on a quand même un peu l'image que c'est des gens qui pourraient peut-être être voilà, un petit peu dans une culture de la provocation, voilà, comment on appelle ça là, des cultures de l'espace public, voilà, qui pourraient avoir des comportements un petit peu agressifs, ou un petit peu m'as-tu vu, ou un petit peu bon. Donc je ne veux pas propager des clichés culturels, mais voilà, ça me semble pas complètement sans lien avec l'image que je pouvais avoir préalablement de pays comme l'Italie, ou de certaines parties, voilà, de ces espaces. Ils pourraient avoir finalement des comportements un peu plus agressifs sans que ça aille nécessairement à la criminalité, en partie sous l'effet du climat et de déterminismes environnementaux. Alors on a d'autres études qui nous disent que les villes et les régions où les températures sont plus élevées ont tendance à connaître plus de crimes violents que les régions les plus fraîches. Donc ça va quand même dans le sens de mes intuitions. Même après avoir contrôlé une douzaine de facteurs socio-culturels, tels que l'âge, la race, la pauvreté ou la culture de l'honneur. Cela dit, je serais quand même tenté de me demander si ce qu'on appelle culture de l'honneur, et donc qui serait cette espèce de culture un peu archaïque ou machiste qu'on associerait justement au pays du bassin méditerranéen, ne serait-elle pas ces systèmes culturels, ne seraient-ils pas eux-mêmes une réponse justement à un environnement et à des déterminismes de l'environnement physique, en fait. Donc on sait que lorsqu'il fait plus chaud, la violence augmente, et ça a été mesuré sur des endroits aussi différents que Chicago, Brisbane, Vancouver ou Dallas, donc beaucoup de villes d'Amérique du Nord hein, qui ont fait ces études-là. Ça marche aussi bien pour mesurer une augmentation de la violence domestique ou d'agression physique. Il y a une étude de 2011 sur les données du FBI de la période de 1950 à 2008 pour les crimes violents. Donc c'est une étude qui observe à la fois les crimes violents, donc homicide, agression, et les crimes non violents comme les cambriolages ou les vols de véhicules à moteur. Et on l'a croisé finalement, cette étude de la variation de la criminalité, avec les données sur les températures moyennes aux États-Unis. Eh bien, les températures moyennes annuelles sont significativement corrélées positivement avec les taux de criminalité violente, mais, et c'est la bonne nouvelle, pas avec les taux de criminalité non violente. Donc quand il fait plus chaud, vous n'avez pas plus de chances de vous faire cambrioler, par contre, vous avez plus de chances que la bagarre du coin dégénère en acte criminel. Bon, après, ils expliquent que la méthodologie a permis de corriger les variables qui feraient que l'explication tiendrait à autre chose. Les chercheurs ont estimé qu'une augmentation de 1 degré, alors je ne sais pas si c'est des Fahrenheit ou des Celsius, 1 degré de température moyenne en plus, donc ça c'est ce qu'on nous prévoit sur l'augmentation générale finalement de les températures moyennes mondiales sous l'effet du réchauffement climatique, alors je sais plus si c'est entre le début de l'ère industrielle et maintenant, ou si c'est entre maintenant et la fin du XXIe siècle. Enfin bon, il faudrait revoir ces éléments-là sur la vitesse du réchauffement. En tout cas, 1 degré en plus de température moyenne entraînera probablement, nous disent les chercheurs, une augmentation de 6% des taux de criminalité violente, soit 25 000 agressions graves et mortelles de plus par an, rien qu'aux États-Unis. Donc c'est quand même un problème en fait tout à fait conséquent de sécurité publique, puis ça va être un problème durable en fait et structurant, parce que si c'est 25 000 agressions par an, vous faites multiplier par ça par le nombre d'années, voilà, ça va être une donnée structurelle en fait. C'est quelque chose auquel on ne pense pas et qui me semble d'autant plus pervers et problématique que c'est insidieux et que ce n'est pas un sujet dont on débat dans le débat public. Hein, c'est vraiment quelque chose qui me semble tout à fait sous-estimé. Outre l'effet direct de la chaleur, le changement climatique rapide, qu'il s'agisse d'un réchauffement rapide ou d'un refroidissement rapide, alors nous, a priori, on est quand même plutôt concernés par un réchauffement rapide, ça augmente aussi le risque de violence pour d'autres causes que celles que j'ai indiquées.
L'une d'entre elles concerne les voies de développement connues qui conduisent les nourrissons, les enfants et les adolescents à devenir des adultes enclins à la violence. En effet, l'insécurité alimentaire est l'une des principales conséquences du réchauffement climatique rapide. Les sécheresses accrues, les conditions météorologiques extrêmes, pensez aux inondations au Bangladesh par exemple, et les incendies de forêt sont tous en augmentation et représentent tous des menaces pour la production agricole. Bien que la famine associée à la pénurie alimentaire soit un problème en soi, elle a en outre l'inconvénient de contribuer à l'agressivité individuelle. En effet, des études ont montré que la malnutrition, à la fois prénatale et chez les jeunes enfants, est un élément précurseur du comportement antisocial, de l'agressivité et de la violence à l'âge adulte. Alors là, c'est particulièrement sournois parce que ça veut dire que si vous avez manqué de nourriture, soit durant la grossesse de votre mère, soit durant les premières années de votre vie, vous aurez en moyenne un comportement plus agressif, même à l'âge adulte, même quand vous aurez plus faim, quoi. Même quand le problème sera réglé. C'est-à-dire que ça va façonner la psyché des individus, le manque alimentaire. Voilà. Donc peut-être parce que ça transforme certaines structures neuronales, ou peut-être parce que c'est des mécanismes plutôt de psychologie sociale, je ne sais pas exactement quelles sont les médiations, mais en tout cas ça a été étudié en 2004 auprès d'enfants mauritaniens. Et les enfants de 3 ans souffrant de malnutrition se sont révélés 10 ans plus tard plus agressifs et antisociaux et plus susceptibles de présenter des troubles de la conduite que les enfants suffisamment nourris. Étant donné que l'on estime que des centaines de millions de personnes sont touchées par l'insécurité alimentaire due au climat, donc c'est pas toutes les personnes sur Terre qui ont des problèmes d'alimentation, c'est celles qui ont des problèmes d'alimentation à cause du changement climatique en cours. L'ampleur des effets de la malnutrition sur le comportement agressif ne doit pas être sous-estimée. En fait, on va avoir des centaines de millions de personnes en plus sur la Terre qui vont être un peu plus agressives qu'elles n'auraient pu l'être à cause de l'augmentation des températures. Ça va poser des problèmes. En outre, des conditions météorologiques de plus en plus fréquentes et extrêmes détruisent des habitations et des emplois et nécessitent des dépenses d'urgence et de reconstruction considérables. L'impact économique est ressenti de manière disproportionnée par les populations défavorisées et vulnérables, ce qui se traduit par une augmentation des taux de pauvreté et des disparités de revenus. Comme pour la malnutrition, il s'agit d'un problème en soi, mais il peut également entraîner une augmentation de l'agressivité. La disparité des revenus peut conduire à l'insatisfaction, au ressentiment et au désir de vengeance. Bon, ça c'est assez facile à comprendre, ça tombe sous des formes, je pense, de conséquences du réchauffement climatique auxquelles on est un peu plus habitué et qui vont normalement un peu moins concerner les pays développés ou les pays occidentaux, en tout cas moins directement. Donc il y a des études qui ont été menées justement sur certaines populations rurales d'Afrique de l'Est. Quand les disparités de revenus augmentent, les gens qui voient leur niveau de vie abaissé par la mort de leurs troupeaux ou autres sont susceptibles de basculer dans le banditisme ou les agressions. Alors ça pourrait avoir un certain intérêt pour finalement la réflexion sur la sécurité régionale en Afrique, sachant que des gens qui sont privés de moyens de subsistance peuvent aussi basculer dans le terrorisme, ou en tout cas la lutte armée pour se venger, prendre des ressources à d'autres, que sais-je. D'ailleurs, c'est le paragraphe suivant. Nombre de ces facteurs contribuent au recrutement de terroristes. L'incertitude et la frustration concernant les moyens de subsistance, le fait de voir d'autres personnes qui semblent injustement épargnées, et la conviction qu'il n'y a pas d'autre option viable pour subvenir à ces besoins sont autant de facteurs qui peuvent contribuer au terrorisme. Donc ces conséquences du réchauffement climatique sont considérées comme ayant aggravé des conflits régionaux tels que ceux en Sierra Leone, en Palestine et au Managua, je ne sais pas où c'est. Étant donné que les sécheresses et autres catastrophes naturelles d'origine climatique augmentent déjà en intensité et en fréquence, comme le prévoient depuis plusieurs années les modèles de changement climatique, il semble probable que les conflits et la violence continueront à s'aggraver à mesure que les ressources se raréfieront et que les disparités de richesse s'accentueront. Donc il y a véritablement des États qui vont être déstabilisés potentiellement par les conséquences du réchauffement climatique. C'est là aussi une source de violence et d'insécurité, alors pas forcément au sens que j'ai indiqué au début du texte, qui était vraiment un sens de sécurité publique intérieure entre les citoyens d'un même État, mais là ça pourrait être une insécurité qui aurait plutôt une signification internationale ou avec la formation de bandes
terroristes qui sont par nature transnationales, enfin pas nature, qui sont fréquemment transnationales en tout cas dans le monde contemporain. Alors un autre effet donc du réchauffement climatique, ce sont les migrations environnementales, parce que tous ces gens qui subissent des catastrophes naturelles ou qui sont privés de ressources, ils ont tendance à bouger. Où des groupes entiers émigrent en réponse à l'instabilité physique, économique ou politique provoquée par un désastre écologique. Bien que la migration ne soit pas en soi un signe d'agression, elle peut engendrer de l'hostilité et des conflits en raison d'une augmentation soudaine de la concurrence pour les ressources d'une région, du rassemblement de personnes ayant des visions du monde opposées ou incompatibles, des préoccupations concernant les intentions du groupe de migrants et de la population locale, ainsi qu'une série de problèmes socio-économiques. En effet, il existe de nombreux exemples historiques de catastrophes climatiques ayant entraîné une migration environnementale, la guerre et même l'effondrement d'un royaume. Alors, ils prennent l'exemple de la façon dont la guerre civile en Syrie a connu une aggravation sous l'effet de conséquences du réchauffement climatique en matière de sécheresse. La sécheresse donc en Syrie a détruit une grande partie des terres arables et du bétail du pays. Les agriculteurs et les éleveurs ruraux ont migré en masse vers les villes, ce qui est entre parenthèses un processus qu'on voit à l'échelle mondiale. Il y a de moins en moins d'agriculteurs à l'échelle mondiale, c'est pas simplement, alors les pays développés ou industrialisés sont très en avance du processus, mais même dans les pays qui le sont beaucoup moins, il y a une tendance générale mondiale à diminution de la population rurale et des agriculteurs. Donc ils vont de plus en plus dans les villes, ils vont d'ailleurs de plus en plus y aller à mesure qu'ils ne peuvent pas vivre dans les campagnes. Donc cette population urbaine qui a fui vers les villes donc, de Syrie s'est montrée hostile au gouvernement, qui était incapable de les aider, ce qui a créé des conditions propices au conflit et au terrorisme. Donc on peut véritablement réfléchir à la sécurité publique sous l'angle environnemental, en quoi les crises environnementales sont susceptibles de déstabiliser un État. C'est un véritable sujet de réflexion géopolitique. Même phénomène donc en Ouganda, au Soudan, au Kenya. Bon, je ne vais pas passer tous les exemples en détail, mais c'est une autre manière dont le réchauffement climatique est susceptible d'aggraver l'insécurité dans un État. Alors, ces sécheresses ou ces violences qui sont liées à l'augmentation de la température, on peut bien sûr penser qu'elle va toucher des parties de l'Afrique qui sont les plus proches de l'équateur, et donc des zones du monde où les températures moyennes sont les plus chaudes, des régions du monde qui vont se désertifier au cours du XXIe siècle. Mais ça ne se limite pas à l'Afrique, on a aussi l'Inde qui va être fortement touchée, le sous-continent indien, par le réchauffement climatique et la désertification en particulier. L'Inde et les pays limitrophes, puisqu'on a 10 millions de Bangladais qui ont émigré vers l'Inde, en grande partie parce que le Bangladesh est exposé à des inondations et à des crues ou une élévation du niveau de l'eau, donc qui est aussi en lien avec le réchauffement, puisque le réchauffement augmente le niveau moyen des mers suite à la fonte des glaces polaires. Cet afflux de migrants, donc 10 millions de Bangladais en Inde, a été une source de tension permanente dans la région, car de nombreux Indiens pensaient que les immigrés volaient des terres agricoles. Ces tensions ont fini par déboucher sur un massacre en 1983 qui a fait 1700 morts parmi les immigrés bengalis. Plus récemment, l'ouragan Katrina a déplacé des centaines de milliers d'Américains, on change de continent, dont beaucoup se sont réfugiés dans les États voisins. Et là, on a aussi un problème de violence succédant à un mouvement d'immigration climatique, mais non pas dans un pays du Sud / en développement comme l'Inde, mais dans un pays du Nord très développé qui sont les États-Unis d'Amérique. Et bien les mêmes causes ayant les mêmes effets, aux États-Unis d'Amérique aussi, ces migrants plutôt environnementaux ont été impliqués, soit à titre de victimes, soit à titre d'auteurs, en tout cas dans une augmentation de la criminalité des endroits où ils se sont réfugiés. En effet, aux USA, le taux d'homicide dans les villes où les réfugiés ont été accueillis a augmenté dans les mois qui ont suivi. Donc toutes ces populations qui brusquement sont obligées de changer de partie du monde dans laquelle elles vivent sont susceptibles. Voilà, je ne dis pas que c'est forcément eux les auteurs des faits, mais ils vont créer une atmosphère sociale plus propice à l'insécurité. Les sondages ont montré que les tensions entre les réfugiés et les résidents s'aggravaient.
L'aide fédérale et d'autres facteurs modérateurs ont empêché que ces tensions dégénèrent en conflit armé, mais l'incident est un exemple du rôle que joue le changement climatique dans les comportements violents. On pourrait aussi ajouter à cette classe-là de problèmes les conflits liés au manque d'eau potable, manque d'eau de façon générale, puisque plus il y a de réchauffement climatique, moins l'eau va être facilement accessible, ça peut entraîner des conflits liés à l'eau aussi. Les études psychologiques montrent qu'en encourageant les gens à adopter une perspective à long terme, ils sont plus enclins à prendre en compte leur héritage et adopter un comportement plus favorable à l'environnement. Alors, adopter une perspective à long terme, ça voudrait dire beaucoup de choses qui mériteraient une conférence en soi sur les mécanismes attentionnels, mais c'est probablement pas le genre de choses qui est favorisé par l'immédiateté et la consommation de contenu rapide à laquelle nous sommes habitués grâce aux réseaux sociaux, à nos smartphones et ainsi de suite. Donc il n'est pas certain que ce soit des outils qui développent des mécanismes cognitifs d'attention à long terme susceptibles de nous rendre plus soucieux de préoccupations environnementales. Ça va donc poser un problème pour s'attaquer justement à ces effets du réchauffement climatique et même plutôt à leurs effets, s'attaquer aux causes. En tout cas, toujours en matière de psychologie environnementale, des psychologues ont remarqué que lorsqu'on présente le changement climatique en termes globaux plutôt qu'en termes de catastrophes spécifiques et localisées, les gens deviennent plus pacifiques et réconciliateurs, ce qui pourrait s'avérer très utile pour contrecarrer les effets du changement climatique sur l'agressivité. Après, il y a tout un appel au rôle que les psychologues peuvent avoir pour transformer la société et la façon dont les gens voient le monde. Bon, je passe un peu sur cette conclusion de l'article. En tout cas, le mérite de cet article, ça nous vient de la revue Psychological Science, donc c'est en anglais, c'est véritablement de montrer à quel point on peut nourrir la réflexion en psychologie et en sociologie sur la façon dont l'environnement, là pris dans un sens vraiment physique et très terre-à-terre, est susceptible de transformer le comportement social et par voie de conséquence les structures ou les rapports sociaux, même si ça mériterait des développements plus en détail. Mais je pense que c'est quelque chose de très intéressant comme sujet parce que ça nous montre les conséquences du réchauffement climatique sous un angle qui n'est vraiment pas celui qui est présenté généralement, celui qu'on trouverait dans les médias, voilà, où on parle des ours polaires. Et effectivement, oui, c'est dommage pour les ours polaires, mais peut-être qu'on sensibiliserait plus la population si on leur disait, vous savez, lutter contre le réchauffement climatique, c'est lutter pour moins d'insécurité future, ou en tout cas pour réduire l'augmentation d'insécurité future qu'on va forcément subir quand on aura plutôt, parce qu'il y a un effet d'inertie, quand on aura à vivre avec des températures plus élevées. C'est des choses quand même assez concrètes. Moi, j'étais en vacances à Vienne il y a quelques semaines. On attend dans les projections de température, Vienne, capitale autrichienne, à la fin du XXe siècle, on attend comme température des températures qui sont habituellement celles mesurées pour les villes d'Afrique du Nord. Actuellement, on nous explique que la Sicile commence à avoir un climat quasiment d'île tropicale et qu'on va pouvoir y faire pousser toutes sortes de cultures qui ne poussaient pas avant, etc., etc. Donc les températures moyennes sont vraiment en train de se réchauffer. C'est quelque chose qui va avoir toutes sortes de conséquences indésirables. Souvent, on pense aux conséquences pour l'environnement ou je ne sais pas, parfois pour l'économie aussi. Je n'ai pas fait la liste de toutes les conséquences négatives, mais ça va aussi avoir des conséquences négatives pour l'économie parce que le réchauffement freine la productivité. Voilà. On s'attend à ce que l'économie mondiale ne se porte pas bien en ayant à digérer quasiment toutes ces conséquences négatives. Mais là, spécifiquement, il me semble qu'on a un sujet qui n'est pas pris en compte dans le débat public, qui mériterait de l'être, ne serait-ce que pour guider les politiques publiques à une échelle très locale, par exemple. Il y a un certain nombre de villes qui ont pris conscience des effets négatifs de la température au quotidien, voilà, dans les villes, et qui commencent à y répondre en plantant des arbres, ce qui est une excellente solution, puisque les arbres absorbent le CO2 et voilà, sont des climatiseurs naturels. Si on veut vivre dans des villes du futur qui seront moins violentes, il faut que ce soit des villes qui soient verdies, où on plante des arbres et où on prenne en compte de façon générale la lutte contre
les effets du réchauffement, en modifiant les bâtiments, en créant des environnements qui seront plus frais, que sais-je. Il faut y faire quelque chose, non pas simplement parce que c'est désagréable de subir des chaleurs excessives, mais parce que c'est un facteur aggravant de l'insécurité. Et à cet égard, je ne peux que déplorer, et noter quand même avec une certaine pointe critique, que les partis politiques ou les forces politiques qui mobilisent dans le débat public les questions d'insécurité ne font jamais l'articulation avec le réchauffement climatique. Et inversement, pourrait-on dire, c'est assez vrai aussi que les partis qui se préoccupent fortement de la question du réchauffement climatique sont aussi ceux qui ont tendance à ne jamais nous parler d'insécurité. Pourtant, comme je vous l'ai exposé, les deux sujets sont liés. 1 degré de plus, 6% de crimes violents attendus. Et à 1 degré, c'est si ça se passe vraiment très très bien. On va plutôt être à 1,5 degré, 2 degrés, voire même plus si on fait rien, ou si on fait pas assez vite. Donc voilà, il serait temps que le personnel politique prenne à bras-le-corps le sujet, que ça devienne un véritable problème public discuté. Nous devrions nous mobiliser pour que des changements soient apportés et qu'une protection de notre environnement collectif soit assurée, non pas seulement parce que c'est plus agréable ou parce que on aime les animaux, mais aussi pour avoir un environnement qui soit moins polémogène et moins susceptible de générer des comportements criminels. Voilà, j'espère que cet exposé vous a intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions, et puis on se retrouve prochainement pour d'autres sujets qui feront pétiller nos esprits.